Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Jennifer qui est sexothérapeute. On va parler de l'acceptation de soi dans la sexualité. On va parler également des défis que rencontrent les personnes de la communauté LGBT et comment faire pour justement s'accepter dans un milieu qui stigmatise. Comment reprendre sa confiance en soi pour vivre une sexualité épanouie. Écoute cet épisode jusqu'au bout parce que je pense que ça peut t'intéresser. Et n'hésite pas à t'abonner à mon canal Telegram, le lien est dans la description. Je partage régulièrement des audios ou des textes inspirants ainsi que des exercices et des informations exclusives. Très bon épisode à toi. Bonjour et bienvenue dans Deviens Inspirant, le podcast qui te permettra de t'ouvrir à de nouvelles méthodes d'évolution, de réflexion et à une meilleure connaissance de soi. On abordera des sujets autour du développement personnel, de la psychologie et de la spiritualité. Je suis Jélissa Cerveau, je serai ton cobaye. J'apprends, j'expérimente ce que font des personnes inspirantes qui réussissent et je te transmets ce qui fonctionne le mieux dans le but de t'aider à devenir la personne que tu veux être et à inspirer ton monde. Donc, moi, c'est Jennifer, j'ai 31 ans et je suis sexothérapeute. Je vais traiter les problèmes qui vont être liés à la sexualité. Je suis spécialisée avec le public LGBTQ, qui vont avoir des problématiques qui sont un peu plus spécifiques. Est-ce que tu veux nous expliquer déjà dans un premier temps qu'est-ce que la sexothérapie et comment est-ce qu'elle peut contribuer au développement personnel? Alors, la sexothérapie, c'est une psychothérapie qui va traiter donc du coup des problèmes qui vont être liés à la sexualité. La thérapie, elle va permettre un travail sur le corps et sur le psychique. Donc, en faisant ce travail, ça va nous aider du coup à augmenter son épanouissement personnel. Pourquoi tu as fait le choix d'accompagner en priorité les personnes LGBT? Alors, parce que c'est un public que je connais bien, donc je suis moi-même du coup lesbienne. D'accord. Donc forcément, il y a quelque chose de personnel dedans. Et je sors beaucoup dans le milieu aussi LGBT. La plupart de mes amis sont du coup gays ou lesbiens, enfin sont dans ce milieu-là. Donc c'est un milieu sur lequel je m'identifie beaucoup plus et sur lequel je suis beaucoup plus sensible. D'accord. Quels sont des défis selon toi qui sont un petit peu différents, que tu retrouves souvent peut-être dans la communauté LGBT, qu'on ne retrouve pas forcément, ou en tout cas moins chez les hétéros? Ce qui va différer chez la communauté LGBT, c'est le regard des autres qui est beaucoup plus important Mhm. et qui va jouer beaucoup sur la sexualité, notamment par exemple chez les personnes gays, beaucoup plus que chez les lesbiennes en tout cas. Ils ont le mauvais regard des autres et ce mauvais regard se reflète sur la sexualité. Généralement, ce qui ressort, c'est qu'ils ont honte de leur sexualité, ils ont Mhm. du mal à l'accepter. Et c'est du coup, certains vont carrément des fois se priver d'avoir des rapports sexuels, tellement le sentiment de honte est important. D'accord. Donc le travail est très très important. Le travail de confiance en soi est très très important avec eux parce que ils n'en ont pas du tout à cause justement du regard de la société qui est beaucoup plus appuyé chez les hommes gays. D'accord. Donc c'est plus, c'est quelque chose que tu retrouves du coup plus chez les hommes Que que chez chez les les femmes. femmes. Exactement. Les femmes n'ont pas spécialement ce regard parce que justement, les femmes lesbiennes, euh, on a le regard du coup des hommes, le regard sexualisé. Ouais. Les femmes lesbiennes sont vues comme un fantasme, donc elles sont beaucoup plus acceptées, Ouais. malheureusement. Enfin, Oui. heureusement et malheureusement, parce que finalement, elles sont acceptées parce qu'elles sont sexualisées. Oui. Et c'est vrai que j'ai rarement entendu des témoignages de femmes qui ne l'acceptent pas ou ou qui se font insulter ou qui ont un mauvais regard. Généralement, ce sont vraiment que les hommes. Les femmes D'accord. vont avoir beaucoup plus de facilité à s'accepter, à accepter leur homosexualité par rapport à ça. D'accord. Comment est-ce que tu accompagnes les personnes qui font face à ce type de problématique? Comme moi, c'est vrai que je vais beaucoup travailler sur la confiance en soi et l'acceptation de soi. D'accord. Comme je l'ai dit auparavant, la plus grosse problématique, c'est qu'ils ne s'acceptent pas et qu'ils ont honte d'eux-mêmes, honte de Ok. leur sexualité. Donc moi, la base de tout, ça va être l'acceptation de soi. Faire comprendre que le regard des autres n'est pas important, qu'il ne doit pas agir sur sa propre vie et sa propre sexualité. Le but, finalement, de la sexothérapie, dans ces cas-là,
c'est de se recentrer sur soi-même, se recentrer sur ses désirs, ses véritables besoins, et de comprendre que ça, c'est beaucoup plus important que l'image qui est véhiculée et qui est fausse finalement. Mm. Généralement, on associe ça à quelque chose de sale, de honteux, alors qu'au contraire, c'est tout aussi beau, tout aussi, entre guillemets, normal c'est une sexualité comme une autre. Oui, Elle est peut-être différente, même si j'aime pas trop dire ce mot, mais elle est acceptable, elle est normale, entre guillemets, encore une fois. d'accord. Il n'y a pas de normalité dans tout ça, chacun sa propre sexualité, et il faut se baser sur son ressenti et pas sur celui des autres. D'accord. Et dans ce cas-là, comment est-ce que la connaissance de soi peut jouer un rôle dans la sexualité ou en tout cas dans une sexualité épanouissante? Ce qui est important dans la sexualité, c'est de savoir ce qui nous fait du bien, parce que la sexualité, un de ses rôles, c'est ça d'abord, c'est quand même de prendre du plaisir et d'en donner. Prendre du plaisir, il faut se connaître, il faut s'explorer, il faut essayer des choses, et pour ça, il faut du coup faire une exploration de soi-même. Alors, ça passe par plein de biais, hein, la masturbation, ça peut être des jeux avec son ou sa partenaire, mais pour tout ça, il faut prendre un temps pour soi, et se concentrer en se posant les bonnes questions et en essayant les choses qui vont nous amener à une épanouissement personnelle. Et le but de tout ça, c'est quand même de ressentir encore une fois du plaisir. Si on revient sur les difficultés, les problématiques que rencontrent les personnes que tu peux accompagner, si on essaie de voir de manière plus large, quelles sont les principales difficultés que tu retrouves auxquelles les personnes sont confrontées en matière de sexualité, mais comment est-ce qu'elles peuvent également surmonter ça? Alors, moi, ce que j'aime faire à chaque fois, c'est utiliser du coup ce qu'on considère comme des faiblesses en force. Ok. Par exemple, ce sentiment de différence, c'est surtout ça qui revient le plus souvent. Mhm. En faire une force, d'être différent, c'est bien. Pour moi, justement, moi, je fais partie des gens qui aiment des choses qui sont un petit peu atypiques, qui sortent de l'ordinaire. Donc, j'essaie d'inculquer ça en disant que la différence, c'est bien. D'être soi-même, c'est bien. On est tous différents. Comme j'aime le dire, il y a autant de sexualité qu'il y a d'hommes. Donc, Mhm. personne se ressemble, mais personne n'a les mêmes besoins et envies. Donc, dans un premier temps, ça va être ça. Ensuite, ça va être par l'affirmation de soi et de ses propres besoins et ses propres envies. Le mettre en avant, l'affirmer, le revendiquer. Parce que, justement, en n'assumant pas ce qu'on est, on donne la force aux gens de pouvoir en jouer et de pouvoir les reconnaître contre nous. Alors que quand on Mhm. s'assume et qu'on est OK avec nous-mêmes, rien ne peut nous atteindre. Au Mhm. contraire, c'est ça que j'essaie vraiment de mettre en avant. Donc, D'accord. ensuite, Et voilà. je vais poser une question qui va peut-être paraître un peu bête. Mhm. Quel est le rôle de la sexualité dans l'épanouissement personnel? À quel point est-ce que c'est important? Alors, après, là, du coup, je vais répondre, là, je vais répondre pour les personnes qui ont une sexualité voulue Oui, bien sûr. et assumée. Parce que ceux qui n'en ont pas, voilà, je l'ai précisé avant, ceux qui Oui, n'ont pas besoin de ça, donc, du coup, voilà. oui, bien sûr, pour les Mais, personnes qui ont ce enfin, désir et qui en ont, voilà. qui ressentent le besoin, ouais. Voilà, exactement. Alors, d'accord. Alors, du coup, la sexualité, c'est un moyen d'exprimer une partie de nous. Et en fait, quand on y accorde de l'importance, ça nous permet de nous écouter et de révéler d'une certaine façon, les sentiments qui ont besoin d'être libérés. Mhm. Parce qu'une sexualité épanouie, ça libère quand même des hormones de plaisir qui vont nous procurer des sensations de bien-être dans le corps et dans le corps. Oui, Et ça va jouer sur le moral et sur l'humeur. Donc, pour moi, c'est important au niveau de ça, c'est que en ayant une sexualité épanouie, ça nous permet de nous sentir beaucoup mieux, que ce soit moralement et physiquement. est-ce que tu peux nous parler des facteurs psychologiques qui peuvent influencer la satisfaction sexuelle? Ou en tout cas, le bien-être sexuel de manière générale. Oui, alors il va y en avoir plusieurs. Il va y avoir les traumatismes qui peuvent jouer. Les traumatismes, ça va créer des blocages émotionnels et physiques. Il peut y avoir aussi les croyances qui vont être liées à la religion. L'homophobie aussi. L'homophobie y joue. Il y a l'éducation. Donc voilà, tous ces facteurs-là vont avoir un impact direct sur la sexualité, car ça nous forge, pardon, une image donnée par les autres qui ont un impact directement sur nous. Et du Ok. coup, après, le but de tout ça, ça va être d'essayer de mettre ça de côté et de se faire notre propre expérience pour pouvoir avoir notre propre opinion dessus.
Il y a aussi, il peut y avoir les facteurs, les problèmes personnels. Ça revient beaucoup. Le travail, les tensions dans le couple, parce que le sexe, c'est quand même beaucoup psychologique. Et Oui. si ça va pas dans notre vie tout court, généralement, ça a une incidence directement sur la sexualité. Donc, voilà, il y a tout ça qui va rentrer en compte. Et encore une fois, le but, c'est de réussir à se donner un moment, se dire, bon, on met ça de côté. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et réussir, du coup, à l'exprimer sur la sexualité. Comment identifier justement ces facteurs, en tout cas, qui ont un impact négatif sur la sexualité en général? Comment est-ce qu'on peut identifier ces peut-être micro-déclencheurs? Ça va jouer beaucoup sur le désir sexuel. Ok. Le désir sexuel, c'est le moment où on trouve justement intérêt à vouloir, du coup, avoir un rapport sexuel. Ça va être des blocages qui vont nous empêcher justement de ressentir du désir. Oui. Donc, ça peut être lié, ça peut être par le biais du stress, comme je viens de le dire juste avant, de l'anxiété, ou l'impossibilité aussi d'avoir de fantasmer. Parce que Mhm. l'imaginaire sexuel, c'est très important pour alimenter justement le désir. Et généralement, quand ça ne va pas, on n'arrive pas justement à avoir cet imaginaire-là qui se met en place automatiquement. D'accord. Donc, pour revenir à la confiance en soi, c'est quelque chose que tu as abordé tout à l'heure, la confiance en Mhm. soi, l'estime de soi. Comment est-ce que la confiance en soi, ou en tout cas à quel point est-ce que la confiance en soi et l'estime de soi influencent la sexualité et quelles sont les stratégies, si tu en as, pour les renforcer? Alors, pour moi, la confiance en soi, c'est la base de tout. Mhm. En fait, quand on a confiance en nous, on se laisse l'opportunité de nous écouter réellement sans se juger. Donc, en fait, on se permet d'être nous-mêmes. Et quand on se permet d'être nous-mêmes, on se fait confiance pour pouvoir explorer et écouter nos désirs. Franchement, mieux que nous-mêmes, savons ce qui nous fait du bien ou pas. Oui. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est logique. Après, ce que je conseille à chaque fois, c'est de se regarder réellement, avoir du recul sur soi pour se mettre vraiment face à nous-mêmes. Par exemple, si c'est un problème qui est d'ordre physique, se regarder dans un miroir, voir les parties de nous qui nous plaisent, les mettre vraiment en valeur et en avant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment faire le plus souvent possible. Oui. Et en ce qui concerne les parties de nous qui nous plaisent moins ou pas du tout, se fixer des petits objectifs qui vont permettre du coup de faire un travail sur nous, les travailler, et du coup, ça va nous permettre d'atteindre un idéal qui va nous permettre d'avoir confiance en nous. D'accord. Donc, tu dirais que faire un travail pour améliorer peut-être Voilà, les points faibles ou les lacunes, les choses qui nous plaisent un peu moins bien chez nous. exactement. Parce qu'on parle souvent d'acceptation, ça c'est quelque chose qui revient souvent, et même moi j'en parle aussi, l'acceptation de soi. Mhm. Mais l'acceptation de soi, moi ce que je pense aussi, c'est que ça ne signifie pas rester au niveau où on est. Tu peux très bien accepter ce que tu es, donc ne pas être dans le rejet de ta personne, tout en essayant d'avoir mieux, Mhm. de faire mieux. Et donc typiquement, ça va être une personne qui a un complexe physique. Il y a des complexes qu'on peut pas changer, ou en tout cas difficilement, Mhm. peut-être avec de la chirurgie, mais bon, ce serait dommage. Euh, et par contre, il y en a qui peuvent être changés. Comme par exemple, je sais pas moi, un homme qui se trouve pas assez musclé, voilà, il peut très bien devenir plus musclé. Ça veut pas dire qu'il rejette sa personne, mais il a peut-être envie d'obtenir un physique peut-être plus sportif, etc. Donc, ce que tu dis, c'est que si on a la possibilité justement de pouvoir changer quelque chose chez nous, de pas hésiter à le faire, si tant que ça reste sain, évidemment, j'imagine. Exactement. Moi, je vois ça un peu comme je nous vois un peu comme un projet, finalement. Comme tu viens de dire, le but, enfin, il y a des choses qui peuvent s'améliorer, des choses qui ne peuvent pas l'être. Se dire, OK, c'est comme ça. La perfection n'existe pas. Et justement, ce qu'on croit être des défauts, pour nous, ça peut être un petit plus pour quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc, sur ça, il faut vraiment se dire que notre regard, du coup, il n'est pas objectif, il ne le sera jamais. Mm. Mais on peut toujours s'améliorer. Toujours. Tout à fait. Donc, on peut pas changer, par exemple, sa taille si tu te trouves trop petit ou trop grand. Par contre, il y a plein d'autres choses qu'on peut changer. Donc, si on a des difficultés, parfois, pourquoi pas se diriger vers cette direction-là aussi. C'est Exactement. Se donc, préoccuper, du coup, sur ce qu'on peut améliorer que sur ce qui ne peut pas l'être.
tout à fait. Et parce que c'est quelque chose, c'est quelque chose que je vois, que j'observe beaucoup. Beaucoup de personnes ont tendance à se concentrer par peur aussi de changer, de passer à l'action, hein, se concentrent sur Mhm. des choses qu'elles peuvent pas changer parce que voilà, c'est une fatalité et que c'est comme ça. Alors qu'en fait, si on se concentre justement sur les choses qu'on peut changer chez nous, on verra une évolution assez fulgurante, enfin, assez conséquente qui, du coup, permettra d'amoindrir en tout cas les points où on se trouve moins bon, moins bien. Et je pense que c'est bénéfique. Et pour revenir sur ce que tu disais, parfois les choses qu'on n'aime pas trop chez nous, parfois des petits détails, vont être très appréciés des autres. Ça ne veut pas dire que tu dois l'accepter parce que les autres aiment bien, mais ça veut dire que parfois on en fait une montagne d'un petit Exactement. détail chez nous, alors qu'en réalité, la plupart des gens bah, le remarquent pas ou l'aiment bien. Voilà, donc Exactement. C'est exactement ce que je pense. pour cet aspect de confiance en soi, estime de soi, ça on a abordé, c'est toujours intéressant. Mais pour Mhm. l'aspect plutôt, on va dire, stress, anxiété, comment est-ce qu'on peut réussir justement à faire en sorte de réduire son stress pour les personnes qui ont peut-être, qui appréhendent le rapport sexuel? Donc ça peut être une personne qui est encore vierge et qui s'imagine des scénarios catastrophiques. Ça peut être aussi une personne qui a déjà une vie sexuelle active, mais qui a toujours cette appréhension, ou une personne homo qui peut-être n'a eu des rapports qu'avec des personnes de sexe opposé. Quel conseil tu pourrais donner pour réduire ce stress, l'anxiété par rapport à ça? Alors, c'est vrai que j'aime bien mettre en avant la masturbation, parce que clairement, c'est prouvé, hein, ça réduit le stress. Et puis, c'est un moment où qu'on s'accorde à nous, c'est notre moment à nous, où on s'écoute, où on explore, où on teste, où on se juge pas. Donc, c'est quelque chose que je conseille, parce que c'est vraiment très bénéfique. Je conseille aussi la méditation. La méditation, pareil, c'est aussi prouvé, c'est un bon moyen de se recentrer sur soi, de s'apaiser, de prendre le temps et de pas réfléchir, parce que c'est ça le problème aussi. Le stress, l'anxiété, ça emmène à réfléchir. Et pendant un rapport sexuel, il faut pas réfléchir. Le sexe, c'est du ressenti, c'est exprimer ce qu'on ressent sur le moment, sans réfléchir. Donc voilà. Et aussi l'hypnose. L'hypnose aussi, c'est un bon moyen, c'est un bon outil parce que on joue sur l'inconscient. Bon, ça, c'est un bon outil pour plusieurs choses, mais sur ce point-là aussi, si on joue sur l'inconscient, on ne réfléchit, pareil, on réfléchit pas, on laisse faire. Ou sinon, il y a aussi le sport. Hein, le grand classique, hein, le sport, c'est un moyen de Mhm. se défouler, c'est un moyen d'évacuer toutes les choses négatives. De D'accord. toute façon, on peut, comment dire, le sexe, c'est quelque chose qui peut pas on peut pas le savoir à l'avance. C'est quelque chose qui se fait sur le moment. Pour moi, il faut se faire confiance et s'écouter. On Ok. s'écoute. On se libère de toute pensée. Mais vraiment toute, hein, toute pensée et on y va. Se faire confiance et se dire, voilà, avoir confiance en notre sexe à pied, comme j'aime bien le dire. Mhm. Et y aller, sans réfléchir. Pour revenir à l'acceptation de l'orientation sexuelle, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui ont du mal à accepter justement l'orientation sexuelle ou des fantasmes particuliers? Alors, ce que j'aime dire, c'est que personne n'a le droit de juger personne. D'accord? Mhm. Personne n'est meilleur qu'un autre. Personne n'est au-dessus. On est tous différents. Tout le monde a des sexualités différentes. Donc voilà, sur ce point, je tiens à le préciser parce que c'est quelque chose moi, qui me révolte. Je ne comprends pas qu'une personne puisse juger une autre personne. Enfin, on est tous au même niveau. Donc voilà, Mhm. ça c'était la première chose. Et on ne vit pas pour les autres. C'est simple ce que je dis, mais c'est vrai, on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Et en fait, en s'acceptant tel que l'on est, on montre aux gens aussi qu'on existe et qu'on a le droit d'exister. Quand on est mal à l'aise, on donne l'opportunité aux gens de pointer justement, de nous pointer. Alors que quand on assume, quand on est bien, quand on est en paix avec nous-mêmes, au contraire, les gens, ils auront plus rien à dire. Après, voilà, je parle des choses qui vont être tolérables, hein, pas des choses qui vont être répréhensibles par la loi. Parce que voilà, il y a des personnes peut-être qui ont des désirs ou des particuliers. Et dans ce cas-là, du coup, là, il faut aller voir des personnes compétentes. Mais sinon, pour personne, je veux dire, tout le monde a des désirs. Tout le monde a ses désirs, tout le monde a des désirs. Personne n'est pareil. Personne n'a le droit de juger. Il faut juste se dire que le regard des autres n'influe pas sur mon regard. C'est ma vie. C'est moi qui ai les rênes de ma vie. C'est moi qui décide.
Et surtout qu'on parle quand même d'un sujet enfin, on parle de l'intimité quand même. La sexualité, c'est intime. Qui a le Mm. droit de juger sur des choses aussi intimes? Qui a le droit de donner son avis? Personne. Oui, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, même sans forcément en parler, hein, mais qui ont du mal elles-mêmes à accepter ça, parce qu'elles ont aussi cette perception, par exemple, une personne qui est homosexuelle, qui n'accepte pas cette idée-là, bah c'est vrai que c'est lié à la société, c'est vrai que c'est lié à tout ça, mais même avant même d'en parler, elle-même, elle rejette cette partie d'elle. Donc, c'est quelque chose qui arrive aussi très souvent. Au-delà de ce que les autres peuvent penser, et peut-être qu'elle partage ce que les autres pensent. Typiquement, ça va être une personne qui a évolué qui a grandi dans une famille religieuse, par exemple catholique, Mhm. qui du coup a certaines croyances et qui considère que son homosexualité, c'est quelque chose à bannir, c'est quelque chose de pas naturel, etc. Et qui va essayer peut-être par, je sais pas, par la prière ou toute autre manière de rejeter en fait cette homosexualité. Ben, c'est des choses aussi qui sont parfois assez personnelles. Oui, c'est vrai. Dans ces cas-là, parce que j'ai eu forcément des clients dans ces cas-là, et ce que j'aime dire, c'est que en n'acceptant pas son homosexualité, c'est ne pas accepter quelque chose qui ne dépend pas de nous. C'est comme si je rejetais ma couleur de peau. C'est comme si je rejetais la couleur de mes yeux ou la couleur de mes cheveux. Pour moi, c'est la même chose. C'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Nous sommes, enfin, pour la plupart, on est comme ça. Et puis c'est tout. Et ce qu'il faut, c'est se dire que, voilà, c'est l'accepter en se disant, je ne peux rien faire dessus, je ne peux rien faire. Il faut apprendre à vivre avec. Je sais que c'est facile à dire, hein, mais c'est un travail de tous les jours. C'est un travail sur soi-même. C'est s'accepter dans son entièreté. Et c'est Et vrai surtout, oui. comme j'aime dire, est-ce qu'on fait du mal à quelqu'un? Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi ça nous touche autant? Pourquoi ça nous blesse autant? Qu'est-ce que ça réveille finalement? Donc, quand ça dort de religieux, etc., ok, mais quand on réfléchit vraiment, quand on enlève tout ça, est-ce qu'on fait du mal à quelqu'un? Est-ce qu'on force quelqu'un? C'est quelque chose qu'on ressent. À nous d'apprendre à vivre avec et de l'exprimer à notre façon. Pour les personnes qui seraient peut-être plus jeunes, les personnes qui ont peut-être 18 ans ou voilà, moins, qui vivent dans une famille bah, du coup qui n'accepte pas ça, c'est vrai que ça peut être très compliqué aussi. Des situations très compliquées. Quel conseil tu pourrais donner dans ce cas-là, si il y a un rejet de la famille par rapport à cette homosexualité? Ce qui est bien, c'est quand même qu'on vit à une époque où voilà, on a quand même accès à Internet, voilà, on n'est pas coupé du monde. Et c'est vrai que bon, généralement, quand on n'a que le regard de l'entourage, on croit qu'on a souvent ce regard de rejet enfin, on a souvent ce rejet parce qu'on croit qu'on est tout seul. Moi, ce que je conseille, c'est de se documenter, de regarder, voilà, d'aller sur Internet, là, par exemple, là, c'est le mois des fiertés. Oui. La Gay Pride, ça a été un bon moyen pour beaucoup de personnes qui étaient à la campagne, etc., de voir qu'ils n'étaient pas seuls. C'est ça aussi. Le fait de se sentir seul, ça peut jouer dessus. Alors que de voir qu'on n'est pas seul, qu'il y a une grosse communauté qui travaille, qui combat, qui milite justement pour montrer qu'on existe. Mm. Ça, pour moi, c'est des bons moyens de ne pas se sentir seul, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir et de sortir un petit peu justement de chez soi, quitte à déménager. J'ai eu plein de cas où des personnes qui étaient à la campagne, c'était quasiment les seuls qui ne voyaient personne autour d'eux. Le fait de changer de ville, ça a complètement changé leur vie. D'aller dans une grande ville, de voir qu'ils n'étaient pas seuls, de sortir dans des bars spécifiques, de parler à des gens qui sont comme eux. Il y a aussi les forums, pour ceux par exemple qui ne peuvent pas sortir, qui ne peuvent pas bouger trop loin. Il y a les forums. Parler à des personnes qui nous ressemblent. Ça, c'est très important, ne pas se sentir seul. Surtout que c'est une grosse communauté. On n'est pas seul. De parler à des personnes compétentes et des professionnels aussi. De pouvoir se libérer, de pouvoir en parler. Et encore une fois, de voir qu'on n'est pas tout seul et que ce n'est pas mal. Et si tu devais donner peut-être un dernier conseil pour les personnes de la communauté LGBT, pour réussir à cultiver une sexualité saine et épanouissante,
dans un contexte qui est parfois stigmatisant et discriminatoire. Il faut s'affirmer et revendiquer nos choix de vie et nos valeurs. Pour moi, ça, c'est très important. Bien affirmer et en essayant le plus possible de ne pas se soucier des autres. Ce qui compte, c'est nous et nous. Alors après, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit de voir l'avancée juste de la communauté. Je veux dire, là, on a une époque où, voilà, c'est quand même je dis bien, moins mal vu parce que il y a eu un combat qui a été fait. Regardez juste toute l'avancée qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Ça prouve bien que ça, comme ça, c'est normalisé. Les gens l'acceptent beaucoup plus. Mais pourquoi les gens l'acceptent? Parce que les gens se sont battus, l'ont revendiqué, l'ont affirmé, l'ont crié, se sont battus pour ça. Et ça, c'est vrai que je trouve ça très important de ne pas oublier tout ce qui s'est fait avant. Parce que sans ça, on ne pourrait pas être ce qu'on est aujourd'hui. Donc pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ne pas avoir honte de soi. Montrer aux autres qui n'ont aucun pouvoir sur nous. Et utiliser encore une fois toutes les épreuves qu'on a dû traverser à cause de ces rejets, à cause de la non-acceptation des autres, comme une force. Parce que ça nous rend plus forts, tout ça, finalement. Ça nous rend plus forts, ça nous rend plus tolérants. Et de faire de cette différence un levier, un bouclier, pour montrer qu'on est là et on est bien comme on est. Pour revenir à ton activité, en quoi est-ce que la sexothérapie peut aider dans la réparation des traumatismes ou des blessures émotionnelles qui sont liées à la sexualité de manière générale ou l'orientation sexuelle et quelles approches thérapeutiques peuvent être bénéfiques pour les personnes qui ont vécu ces expériences-là? Alors, du coup, la sexothérapie va permettre, dans un premier temps, de se reconstruire. Ça va permettre aussi de se reconnecter à soi. Alors après, je tiens à préciser que certains traumatismes ne peuvent pas être réparés. Mais par contre, on peut faire un travail pour qu'ils aient un peu moins d'impact sur notre vie. D'accord. Euh, et aussi, ce que j'aime bien faire, c'est de dire aux gens que, bon, encore une fois, on peut peut-être pas réparer ça, mais on peut apprendre à vivre avec, c'est très important. Parce que qu'on le veuille ou non, ils font partie de nous. Le but, après, ça va être d'apprendre à vivre avec et apprendre à vivre avec sainement. Moi, ensuite, pendant les thérapies, moi, mon but, ça va être vraiment de pouvoir écouter et comme j'aime le dire, dans un lieu qui est sécurisant. C'est très important de le préciser parce que voilà, on parle de sexualité, c'est tabou pour beaucoup de personnes. Je sais que c'est très, très dur d'en parler, surtout à une inconnue, mais d'en parler tout court. Donc voilà, j'aime bien le préciser. Quand on vient me voir, il n'y a aucun tabou, aucune gêne à avoir. On peut tout me dire, tout sortir. Moi, mon but, c'est d'écouter justement et de pouvoir analyser et de poser les bonnes questions qui vont permettre de se remettre en question certaines fois. D'accord. Et c'est vrai que aussi, j'aime encore une fois reparler de l'hypnose parce que c'est un bon outil qui va permettre aussi de résoudre certaines problématiques, car on fait appel aux ressources de l'inconscient et ça permet de changer la perception du coup de certains événements qui ont pu se produire ou de certains événements traumatisants justement. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler d'énergie sexuelle? Quel est ton rapport à l'énergie sexuelle déjà enfin, par rapport aux personnes que tu accompagnes? C'est que c'est quelque chose que tu abordes dans tes consultations. Et donc, par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut faire pour justement transformer l'énergie sexuelle en moteur pour atteindre nos objectifs? Oui, c'est vrai, c'est quelque chose que j'aborde parce que l'énergie sexuelle, alors déjà, c'est vrai que, comme j'aime le dire, le désir, tu le ressens dans tout. Le désir, il est partout. C'est quelque chose que tu ressens et la sexualité va te permettre de l'exprimer. Alors après, ce qu'il faut faire, c'est vraiment se concentrer dessus. Voilà, quand on ressent justement ce désir, cette énergie, se concentrer dessus. Alors après, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés. Par exemple, le tantrisme, quelque chose que je recommande parce que ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, à nos corps, avec le toucher. On ne parle pas spécialement de pénétration ou quoi, mais juste le toucher. C'est un très bon outil qui permet de concentrer justement ce désir le plus possible et de l'utiliser ensuite sur la sexualité. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je conseille beaucoup. Et comment tu dirais qu'on pourrait, en tout cas, quelle est ta vision de ça, le fait de rediriger justement cette énergie sexuelle dans d'autres projets, dans des projets, dans des ambitions, dans des objectifs de la vie? Je trouve ça sain parce que c'est vrai que quand on est dans cet état-là, il y a une sorte de toute puissance un peu. Je trouve que ça redonne un peu, ça redonne confiance, ça redonne de l'énergie. Et le fait de le rediriger vers d'autres projets, je trouve ça sain. C'est un moteur, c'est un outil en fait qui est utilisé à bon escient. Je trouve ça sain et justement, quand on arrive à avoir un peu la main mise dessus, c'est quelque chose de stimulant. C'est un très bon moteur.
Il faut juste savoir, encore une fois, s'écouter. Là, c'est vraiment une écoute, vraiment une bonne écoute de nous-mêmes, une bonne connaissance de nous-mêmes. D'accord. Après, qui est utilisable sur vraiment tout. Il faut juste savoir s'écouter et bien l'utiliser. D'accord. J'ai posé des questions, j'ai demandé aux personnes, à mes abonnés sur Instagram, de me poser des questions pour toi. Mhm. Et j'en ai sélectionné trois. Et voilà, donc je vais te les poser. La première question, c'était par rapport au fantasme. Une personne qui me dit qu'elle a des fantasmes. Elle a peur d'en parler à son mari. Elle ne sait pas comment faire pour en parler parce qu'elle en a un petit peu honte. C'est quelque chose qui est un petit peu, qui sort en tout cas des habitudes qu'elle a avec son mari. Quel conseil tu pourrais lui donner dans ce cas? Alors moi, ce que je conseille quand justement il y a un problème de communication comme ça, donc c'est de prendre une feuille ou un carnet et de noter toutes les choses qu'on n'arrive pas à dire. Donc là, en l'occurrence, pour ces fantasmes, elle les écrit. Donc ça peut être, j'aime bien dire ça, le carnet sexuel. Hein, du coup. Donc elle écrit du coup ce qu'elle a envie de dire. Elle le laisse sur la table de chevet ou un endroit où son mari pourra récupérer. Comme ça, au moins, c'est dit, mais d'une autre façon. Oui. Et pareil, si après le mari ose en parler, il lui en parle en direct ou il répond du coup sur le carnet. C'est juste un autre moyen de communiquer. D'accord. Et c'est vrai qu'il s'est avéré que c'est très efficace pour ceux qui n'arrivent pas à exprimer ça par voie orale. Plus facile Ça à peut des écrire fois, qu'à dire. voilà, exactement, c'est plus facile à écrire. Puis des fois, ça peut amener hein, sur la discussion ou pas. Mais en tout cas, voilà. Je vais passer à la deuxième question. Une personne qui me dit, j'ai peur du sexe et j'appréhende chaque rapport. C'est quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, mais j'ai beaucoup de mal à accepter mon corps. Parce que ça cache quelque chose de plus profond, forcément. Donc, comme on a parlé tout à l'heure, si c'est le corps, parce que là, du coup, il nous a indiqué ce qui n'allait pas, si c'est une question d'acceptation de son corps, regarder ce qui ne va pas, ce qui va, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il faut toujours le dire, toujours le mettre en valeur d'abord, le positif d'abord, et pour ce qui ne va pas, essayer de l'améliorer Mm. par le sport. Ça dépend pourquoi. Ça peut être aussi le fait de prendre soin de nous, hein, aller chez l'esthéticienne, Ouais, aller au bien sûr. coiffeur. Mm. Des choses comme ça, c'est des petites choses qui nous permettent après déjà de pouvoir nous regarder, parce qu'il y en a qui n'y arrivent même pas à se regarder dans un miroir, quand même, je tiens à le dire. Mais voilà, prendre soin de nous, regarder ce qui ne va pas et faire tout pour l'améliorer. Étape par étape, sans se mettre de pression. Oui, c'est important de préciser aussi, sans se mettre de pression. Et C'est un travail de tous les jours. c'est vrai que pour juste faire une petite parenthèse, j'avais justement une femme qui était venue vers moi et en me disant que c'était son conjoint qui n'aimait plus son corps et donc qui lui faisait des réflexions. Alors, c'est pas une question que j'ai eue dans la boîte. Je veux quand même l'intégrer parce que je viens d'y penser. Mhm. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui est dans ce cas-là? C'est le conjoint, en fait, qui peut-être fait des remarques, des critiques par Alors rapport ça, à malheureusement, l'impact émotionnel ça peut avoir. Ouais. c'est vrai que c'est quelque chose, ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup, c'est vrai. Je vais toujours revenir à la même chose, hein, son propre regard. Est-ce que cette personne a un problème avec son corps? Parce que c'est ça. Ok, son conjoint, on peut l'entendre, mais est-ce que cette personne a un problème avec son corps? Mm. Si ça va pour elle, voilà, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que je suis prête à me changer physiquement pour quelqu'un ou est-ce que je m'écoute, je m'accepte et je lui fais comprendre que voilà, je suis comme ça, accepte-moi comme je suis. Voilà, moi je pars du principe que c'est d'abord nous, après les autres. Après voilà, on peut trouver un juste milieu parce que pour beaucoup de cas, c'est de la prise de poids due à certains événements, qu'importe. Parfois, une grossesse, ça peut être. Voilà, exactement, ça peut être une grossesse, ou ça peut être, voilà, des fois, même rien que le fait d'être en couple, comme c'est quand même, on entend souvent ça, hein, le fait d'être en couple, voilà, on est bien, on se sent bien, on prend du poids parce que on fait un petit peu moins attention, parce que voilà, trouver un juste milieu. Alors, ok, peut-être se mettre au sport si jamais c'est voulu par la personne du coup qui reçoit les critiques parce qu'elle se sent pas bien, ok. Ou ça peut passer par des petites choses, encore une fois, prendre soin de soi. Parce que le sport, voilà, ça prend du temps. On ne peut pas retrouver un poids idéal Oui, en c'est ce quelques que aussi je voulais dire aussi. C'est vrai que même dans le cas d'un homme qui est très mince et qui complexe et qui veut prendre de la masse, bah, c'est pas quelque chose ça va pas arriver en un mois. Donc, en exactement. attendant, il faut quand même
Il faut pouvoir trouver faire en sorte d'accepter ça. ça, il faut le faire accepter de l'autre ou pour trouver un compromis, pardon. J'avais eu le cas justement où la personne prenait plus soin d'elle aussi. Donc c'était un tout. Ne pas hésiter quand c'est une femme, à se maquiller, mettre du parfum, bien se coiffer de temps en temps. Ça aussi, ça peut aider. Ça, ça, ça permet à l'autre ça permet de se faire désirer de l'autre, même de se faire regarder. Parce que des fois, il y a des couples qui ne se regardent même plus par habitude ou parce que voilà, quelque chose ne plaît pas, on va pas le dire. Faire des petites choses comme ça, en fait, qui sortent de l'ordinaire. Des petites choses comme ça. Ne pas hésiter à demander à l'autre qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir en dehors de mon poids. Est-ce que tu voudrais que je m'apprête plus, que je mette plus. Voilà, trouver un compromis, en fait, qui plaise aussi là, aussi bien au partenaire qu'à nous-mêmes. Parce que le but, c'est pas de faire que plaisir à l'autre, c'est de se faire aussi plaisir à soi. Donc, dans ces cas, il faut en discuter. Du coup, je vais revenir donc à la troisième question. Je suis gay et j'ai peur d'en parler à mes parents. Comment faire? Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué, hein, le coming out. Euh, je me permets d'en parler. Je suis bénévole dans une association, du coup, sur Bordeaux, Contact, donc qui traite justement des discriminations et de la LGBT-phobie. Et cette association elle a été créée par des parents qui ont eu du coup le coming out de leur enfant et qui savaient pas trop comment en parler. Donc du coup, ils ont créé cette association pour pouvoir aider du coup des parents qui ont vécu la même chose et des enfants qui n'osent pas aussi le révéler. Par exemple, cette association, on fait des groupes de parole qui vont permettre aux personnes qui sont concernées par ces cas-là de pouvoir en parler et d'avoir des conseils. Donc cette association peut être déjà un outil pour permettre d'en parler et pour voir comment les choses peuvent être appréhendées. Voilà, ça c'est une parenthèse. D'accord. Ensuite, c'est quelque chose d'assez délicat. Hein. Moi, je dirais que bon, pour justement l'affirmation de soi et l'acceptation de soi, il faut le dire. Comment le dire? Il n'y a pas vraiment de bonne méthode. Si ça ne peut pas être fait par la parole, on va utiliser les outils qu'on a actuellement. Envoyer un message, peut-être en parler à quelqu'un qui pourrait en parler pour la personne concernée. Ouais, faire Voilà, l'intermédiaire. par l'intermédiaire, une personne de confiance qui aura peut-être les mots plus adéquats pour pouvoir révéler ça aux parents. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode finalement pour ce sujet-là. Il faut juste avoir le courage, qui est pas facile à avoir. Je peux comprendre le courage de le dire et parce que dans tous les cas, c'est comme ça. C'est comme ça et voilà. Alors, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu auras un dernier conseil ou un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent? Voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est que il ne faut absolument pas avoir honte de sa sexualité. Pour ceux qui en ont une, encore une fois, c'est quelque chose de normal, quelque chose de naturel. J'insiste sur ce mot, c'est naturel. N'hésitez pas à en parler aux personnes qui ont votre confiance, à des professionnels si besoin. Assumez-vous comme vous êtes. N'ayez pas peur de vous. Reconnectez-vous à vous-même, écoutez vos désirs et n'ayez pas peur de les exprimer. D'accord, super. Je vais te poser la question que je pose à chaque invité. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être inspirant? Être inspirant, c'est donner aux autres l'envie de faire ce qu'ils ont envie. Donner l'envie, si je pourrais définir, c'est donner l'envie. Super. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment faire pour réserver peut-être une consultation avec toi ou un accompagnement? Et qu'est-ce que tu proposes également? Alors, du coup, donc j'ai mes réseaux sociaux. On peut m'écrire du coup en message privé, donc sur Instagram. Donc c'est sur Jenny Sexo, donc Jenny avec deux N et un I, point Sexo avec deux X et un O. On peut prendre rendez-vous aussi sur mon site internet, donc c'est alima-du6 sexothérapeute.fr, donc dans la rubrique contact. On peut prendre directement rendez-vous dessus en visio. Il y a mon numéro de téléphone aussi qui est inscrit sur mon site et sur aussi le site Resalib. C'est comme Doctolib, mais c'est pour les médecins, pour les thérapeutes, pardon. Parce que les médecins, c'est pour Doctolib. Pour les thérapeutes ou tout ce qui est médecine douce, je suis dessus, donc vous pouvez prendre rendez-vous dessus aussi. Et je fais aussi des consultations en visio. D'accord, ça marche. Donc, c'est des consultations à la carte. C'est ça, c'est des séances d'une heure. Ok. Donc, je fais soit en cabinet, donc l'adresse du coup est communiquée quand vous prenez rendez-vous,
ou soit par visio. Ok, super. Donc, en fait, donc moi, je mettrai tous les liens dans la description. Donc, les liens de ton site internet et tes réseaux sociaux pour ceux qui seraient intéressés. Et puis, ben, je te remercie pour cet échange. Merci à toi, du coup, Lise. C'était super intéressant. J'espère que ça aidera des gens. Ça aidera Moi des aussi. personnes à mieux s'accepter de manière générale et puis dans leur sexualité également. Je pense que c'était un sujet intéressant à aborder. Donc voilà, je te remercie encore. Merci à toi.